Alors, je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour parler de ce sujet qui fait tant débat, qui est l'assurabilité des sanctions. Quand j'ai contacté Stéphane pour lui demander s'il accepterait de participer à cet atelier, il a répondu oui tout de suite, en me disant c'est le seul vrai sujet intéressant en ce moment, en responsabilité des dirigeants. Alors c'est vrai que aujourd'hui, il n'y a pas de position commune, ni chez les assureurs, ni chez les régulateurs. Entre les pays même, ça diverge. Et ça diverge même entre les différents organismes qui fixent ces sanctions sur le fait qu'on puisse assurer ou non. On puisse les assurer ou non. Il y a un document qui a été publié juste là, fin janvier, qui rapporte une réflexion de l'OCDE qui note qu'il y a une confusion internationale sur le fait que les assureurs puissent couvrir ou non les amendes. Et la Fédération internationale des assurances va proposer une étude à la demande de l'OCDE sur cette assurabilité. C'est donc un sujet d'actualité brûlant. Chez les assurés aussi, ce sont de vraies questions. Régulièrement, moi, j'ai un appel de la direction générale ou de la direction juridique qui me demande si c'est couvert ou qui me demande de confirmer qu'on est bien couvert. C'est très simple. Et quand j'ai demandé à mon assureur de m'éclairer sur ce point, il m'a dit oui, si elles sont légalement assurables. Alors là, j'avoue que pour aller expliquer ça à ma direction générale, j'étais bien embêtée. Donc, je suis très, très contente d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants de haut niveau pour traiter de ce sujet. Donc, Stéphane Choisez, qui est associé fondateur du cabinet d'avocats Choisez. Jérôme Kuhlmann, directeur de l'IAP Dauphine. Et puis Richard de Guette, directeur général de Liberty France. Alors, on n'a pas voulu faire un atelier très théorique, cours de droit, parce que voilà, ça ne s'y prête pas et ça risque d'être un petit peu ennuyeux. On a plutôt travaillé comme une sorte de réfléchir. On veut réfléchir collectivement. Donc, ce qu'on va vous présenter n'est pas un dogme, c'est le fruit de nos recherches et de nos réflexions. Et vous aurez tout le loisir de poser vos questions à la fin de l'atelier. Alors, on va commencer par Richard. Richard, quand est-ce qu'on a vu arriver l'assurance des sanctions dans les polices ? Alors c'est marrant parce que tu as dit que Jérôme avait accepté tout de suite. Moi, j'ai accepté parce que tout le monde avait refusé de le faire du côté des assureurs. Donc, tu vois, tu as encore une priorité, Jérôme. Ça doit être l'âge. Je vais prendre tout de suite ou j'attends un peu ? Alors moi, j'ai repris un slide de 1995 quand j'ai commencé la DNO. On présentait la DNO ou la RCMS comme ça, donc c'était très caricatural. On disait, voilà, il y a la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Et tout simplement, on dit, la responsabilité civile, il y a les dommages et intérêts, on mettait une croix verte, et on prenait en charge les frais de défense et on mettait une croix verte. Et sur le pénal, on couvrait pas les amendes, on n'allait pas en prison à la place des dirigeants, même si ça pourrait être du bon servicing, et on couvrait en 95 même pas les frais de défense pénale, même pas. En 97, alors ça va aller plus vite après. En 97, on a rajouté un ticker vert sur les frais de défense. Donc la couverture des frais de défense pénale en DNO date de 97. Donc c'est pas si vieux que ça. Et à l'époque, il y avait même déjà des débats de se dire mais on va couvrir quand même les frais de défense de quelqu'un qui a commis un acte pénal. Donc peut-être une faute intentionnelle. Est-ce que déjà là, on n'est pas en contradiction? Alors on s'est dit oui, mais il y a quand même la présomption d'innocence. Donc au moment où on le défend, on ne sait pas qu'il a commis cet acte intentionnel. Donc on va quand même pouvoir y aller. On verra peut-être avec des clauses de remboursement. Voilà, on y est allé en 97. Mais c'est quand même assez récent. Et puis après, les évolutions sont venues de l'étranger, où la France a vu qu'elle opérait sur un marché international. Et les assurés français se sont vus proposer des garanties venant d'autres pays, et notamment de pays anglo-saxons, soit dans la zone LPS avec le UK, soit venant des États-Unis. Alors sur les États-Unis, je prends l'exemple des punitive exemplary damage, où dans certains États c'est assurable, dans d'autres ça l'est pas.
Et alors, c'était pas assurable dans l'État, mais ça pouvait l'être si la police était émise dans un autre État. Donc on a mis des couvertures de wrap around émises à Porto Rico. Enfin, il y a beaucoup de choses pour essayer de contourner en se disant bah, dans mon pays, c'est pas marqué que j'ai pas le droit de le faire sur un autre pays, donc c'est peut-être couvrable, donc au pire ça marche. Ensuite, on a eu quelques années plus tard la couverture des sanctions fiscales en Italie, partant d'un principe, c'est que le dirigeant se voyait infliger une amende assez coupable, mais pas du tout, enfin plutôt responsable, mais pas du tout coupable. Et on s'est dit, c'est quand même pas normal qu'une personne ait une amende, alors que dans la réalité, il n'a rien fait. Il a juste une amende parce qu'il est le chef. Et comme on voudrait qu'il la paye, on va le rendre solvable en permettant de l'assurer. Mais ça s'est un peu arrêté par la suite. Après, il y a eu le système des cautions pénales. C'est arrivé en Espagne, où des dirigeants pouvaient ne pas aller faire une peine d'emprisonnement à condition de payer une caution. Et il y a eu des textes de garantie qui prenaient en charge cette caution. Et quelque part, elle se substituait un petit peu au caractère coercitif, puisque le principe de mettre un peu d'argent, c'est d'éviter que la personne s'en aille et s'appauvrisse suffisamment pour rester sur le territoire. Donc aujourd'hui, les assureurs ne payent pas les cautions pénales, mais vont payer éventuellement les frais de constitution de cette caution si une personne doit emprunter. Voilà. En revanche, les cautions d'appel au civil, les appeal bonds, sont, elles, transférables à l'assurance, notamment aux États-Unis. Et là, on a vu arriver les textes anglo-saxons avec la couverture des Civil Fines and Penalties, qui était dans la définition de perte dans les polices d'INO, et c'était dans tous les textes anglais. Donc les Français, au début, ils ont dit non, on ne va pas le faire. Puis quand ils ont vu que les polices changeaient de bord et passaient de l'autre côté de la Manche parce qu'il y avait cette garantie, ils se sont dit on va faire comme les Anglais, comme les Américains, on va faire la même chose. Et on a mis if insurable by law. Voilà, ça a été le... Alors des assurés nous ont dit oui, mais qu'est-ce que vous entendez par if insurable by law? On entend voilà, if insurable by law. Et est-ce qu'on pourrait définir la loi en question? Je veux dire, là, vous demandez quand même beaucoup de précision. Donc, on va mettre la most favorable law. Voilà, on est quand même très créatif. Et alors, on dit, mais est-ce que vous pouvez définir ce qu'est la most favorable law? Les assurés nous embêtent un peu avec leurs questions. Parce que quand on t'a répondu en te disant si c'est assurable, on a dit aussi qu'on n'aimerait pas être à ta place quand tu dois l'expliquer là-haut. Hein. Et on dit, ça peut être soit la loi dans laquelle c'est infligé, soit la loi du tiers, soit la loi de l'endroit où le siège social est installé, soit le lieu de naissance du dirigeant, enfin un peu tout pour essayer de trouver quelque chose qui ressemblait à quelque chose, ou à pas grand-chose d'ailleurs. Après, il y a la question des rançons. Alors je cite un peu tous les sujets qui ont fait des débats sur l'assurabilité. On disait que c'était interdit dans la Constitution française d'assurer les rançons. Et donc, tous les assureurs français avaient dit on va mettre les polices à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, c'était pas interdit d'assurer les cautions payées en France. Je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, on avait demandé une étude à M. Kuhlmann, et qui nous a dit mais c'est n'importe quoi. Alors là on était dans enfin il dit tout le temps ça. Il dit c'est de la rumeur urbaine. Jamais été du tout interdit de payer les cautions. Donc on a rapatrié toutes les polices kidnappent rançon en France, mais c'était parti vraiment dans la rumeur. Il y avait jamais eu aucun élément qui interdisait de les prendre en charge. La destination de cette rançon sur le financement du terrorisme est un autre sujet, et ça, il ne faut pas l'enlever. Mais le principe du paiement de la rançon n'est pas, je pense, mentionné dans la Constitution. Donc après, on a traduit les Civil Fines and Penalties par les amendes civiles et administratives en France. On a été créatif sur le if insurable by law. On a mis un truc assez précis, si c'est assurable par la loi. Vous voyez, donc... Et puis après, on laisse au lecteur le soin de... Et le débat a été largement relancé avec les polices cyber,
puisque les amendes de la CNIL peuvent tomber dans ce même registre de questionnement. Voilà, donc je voulais juste faire un historique de comment on en est arrivé là, en mentionnant un dernier point, c'est qu'on a toujours parlé, et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de la RCMS, des amendes pour les personnes physiques, puisqu'il y a également des amendes pour les personnes morales. Mais il est vrai que si l'amende de Google à 50 millions est importante, ça ne fait pas très mal à Google. D'accord ? Donc les personnes morales, elles s'en moquent un petit peu de ces amendes, sauf qu'elles sont importantes. Les 100 000 euros ou les 1 million d'euros sur une personne physique sont bien plus l'objet de questionnement, c'est assez légitime, que les 50 ou 100 millions ou même 1 milliard que peuvent avoir des personnes morales, puisqu'elles ne touchent pas des patrimoines personnels. Voilà. Je reviendrai un petit peu plus tard, je me mouillerai un peu plus tout à l'heure, je vous le promets. Alors, merci Richard pour cet état des lieux. Jérôme, pouvez-vous nous rappeler les principes fondamentaux en responsabilité civile concernant les sanctions et leur assurabilité ? Oui, c'est juste à une petite perspective historique, comme d'habitude, parce que l'universitaire, il passe son temps dans les bibliothèques poussiéreuses. Alors, je voudrais juste... Tout le monde connaît l'assurance RC aujourd'hui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, mais il y a eu des problèmes. Il y en a eu. Alors, de 1680 à 2019, que s'est-il passé ? Très rapidement, c'est un rappel historique. Normalement, vous devez tous être capables de répondre à cette question. Sinon, il va falloir passer septembre, parce que c'est le b.a.-ba de l'assurance RC en France. Alors, je vous rappelle qu'en 1681, on a l'ordonnance sur la marine, bien évidemment, 1681, fastoche, 300 ans avant Mitterrand. Donc ça, vous pouvez retenir facilement. Et là, dans ce texte consacré quand même au droit maritime et à l'assurance maritime, on va trouver une précision à l'article 27, c'est l'interdiction de l'assurance RC pour, bien évidemment, la faute personnelle de l'assuré. Toute faute, même légère. Ensuite, on va avoir en maritime, en 1681, l'assurabilité de la faute légère, mais en maritime. 1845, on va vite, Cour d'appel de Paris, l'assurance de responsabilité civile du fait personnel est valable. Mais vous voyez que c'est en auto. Allez, c'était l'automédon. Bon, vous verrez dans le dico. En 1886, la Cour de cassation décide que quand on a une assurance du fait d'un tiers, eh bien à ce moment-là, il est possible de s'assurer contre la faute lourde du tiers dont on est responsable. Pensez toujours aux parents et aux enfants et aux dégâts que commettent vos enfants. Donc vous en êtes civilement responsable. C'est en bleu sur le slide, ça c'est 1886. En 1898, il y a une loi qui vient dire que quand un patron commet une faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, eh bien sa responsabilité civile personnelle peut être assurée. Ensuite, on arrive à la date clé, 1930. Alors jusqu'en 1930, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien, on peut retenir que pour le fait personnel de l'assuré, en réalité, si on pouvait à la limite s'assurer pour la faute légère, la Cour de cassation disait faute lourde, faute grave, faute ceci, faute cela, eh bien c'est inassurable. En 1930, à la veille de la loi, on peut dire que de façon majoritaire, l'ARC du fait personnel est inassurable. En 1930, il y a l'article, aujourd'hui on le connaît, c'est L113.1, c'est l'article fondamental, il ne faut jamais le perdre de vue, et il faut bien le lire. Il y a deux parties. Alors on va commencer par la seconde partie. C'est l'ordre public. C'est un texte impératif. Là, tout le monde le sait, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ça, c'est inassurable. Qu'est-ce qu'une faute intentionnelle ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'une faute dolosive ? On ne sait pas. Qu'est-ce que l'assuré ? On ne sait pas trop quand on a des personnes morales, etc., etc. Donc ça, c'est l'évolution avec la Cour de cassation. Je ne reviens pas du tout là-dessus. Maintenant, ce qui est important, c'est de revenir à la première partie. Qu'est-ce que dit le texte ? Il pose une obligation pour l'assureur. Une obligation impérative. Il ne peut pas y échapper. Tant qu'on est dans une faute qui n'est ni intentionnelle ni dolosive, l'assureur est obligé de garantir les conséquences. L'assureur est obligé de garantir les conséquences de la faute légère, de la faute grave, de la faute lourde, de la faute inexcusable. C'est une obligation.
sauf exclusion formelle et limitée. Bien sûr, ça c'est du contrat, c'est la liberté contractuelle. Oui, mais on a de la jurisprudence qui dit ceci. Les assureurs du marché français avaient l'habitude de mettre une petite clause. Sont exclues conventionnellement les conséquences des fautes jugées lourdes par un tribunal compétent. La Cour de cassation est intervenue en disant « Mais c'est quoi une faute jugée lourde par le tribunal compétent ?» À la conclusion du contrat d'assurance, on ne le sait pas. La clause est nulle. Donc ce n'est pas la peine d'assister. Vous voyez qu'en matière de faute et de gradation de la faute, comme on dit en droit de la verdeur de la faute, eh bien, intentionnel dolosive, c'est exclu, mais on ne sait pas trop ce que c'est, et tout le reste est assuré. On ne peut pas, contractuellement, jouer sur l'exclusion de la gravité de la faute. C'est compris ? Ensuite, on va avoir les fautes intentionnelles ou dolosives et toutes les autres fautes. Et là, on va parler de la faute de la personne dont l'assuré est civilement responsable. Prenez vos enfants. Bon, mes étudiants, il paraît qu'ils n'en ont pas encore, mais vous êtes encore des enfants. Donc, prenez la faute intentionnelle ou dolosive de l'enfant. Les parents sont civilement responsables. La police d'assurance ne peut pas exclure la faute intentionnelle, dolosive, inexcusable, etc., de la personne dont on est civilement responsable. Alors, il ne faut surtout pas dire qu'aucune faute intentionnelle ou dolosive n'est assurable. Les fautes intentionnelles ou dolosives de la personne dont on est civilement, dont l'assuré est civilement responsable, c'est assurable. Ouais, vous en souviendrez pour la suite, c'est promis. Alors maintenant, juste, quand même, à propos des inassurabilités textuelles. Bon. Est-ce qu'on a des exemples ? On a vu 1681. Bon, d'accord. Maintenant, on passe à l'après-guerre, 1946, gouvernement avec des ministres communistes, et là, il y a un mouvement, et les patrons méchants, les patrons mauvais, il faut les sanctionner. Donc, on avait déjà, depuis longtemps, vous l'avez vu, l'assurabilité de la faute inexcusable de l'employeur envers ses salariés, 1886. Maintenant, là, on sort une nouvelle loi, 1946. Alors là, on sent qu'ils avaient bien voulu enfoncer le clou. Hein. D'abord, c'est inassurable, première phrase. Puis leur deuxième phrase, l'employeur, le patron, doit garder la sanction de dommages et intérêts à sa charge. Ben, c'était bien, on avait bien compris, hein, là. Bon, ok, c'est parfait. Ensuite, devant les catastrophes que cette réglementation nouvelle provoquait, eh bien, on a dit non, c'est seulement la propre faute inexcusable de l'employeur qui est inassurable. Quand c'est un de ses délégués, un de ses ingénieurs, un chef de chantier, là, c'est assurable. Et puis, à nouveau, en présence des catastrophes, puisque les salariés avaient une magnifique décision condamnant l'employeur à dommages et intérêts, l'employeur ne pouvait pas payer les dommages et intérêts, l'assureur disait « non, c'est inassurable », donc notre salarié victime se retrouvait avec un bout de papier et pouvait mourir tranquille dans le caniveau. Merci, le gouvernement de 1946. Là, en 1987, on a abrogé ce texte d'inassurabilité. Là, c'était bien affirmé. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. En réalité, ça fait la joie des avocats et la joie des universitaires consultants. Pourquoi ? Ben parce que quand on prend le problème de l'assurance RC dans le temps, avec la période interdiction, la période permission, et puis l'exposition à l'amiante sous une période et sous une autre, là, évidemment, la loi ne permet pas de résoudre tout ça. Dernier point, toujours inassurabilité textuelle. Dans le projet de réforme de la responsabilité civile, on va trouver, ça date de mars 2017, ce projet, dans sa rédaction actuelle, et c'est le problème de la faute lucrative. C'est la personne qui ne veut pas causer de dommages à autrui. Ce n'est pas vraiment une faute intentionnelle. Ça peut être une faute dolosive, mais toujours est-il que la faute lucrative, c'est-à-dire la faute par laquelle on veut s'enrichir, obtenir un gain ou une économie, le juge peut condamner au paiement d'une amende civile. Voilà ce que dit le projet. Et là, elle n'est pas assurable. Voilà encore un exemple d'inassurabilité.
Conclusion, ce qui est inassurable un jour devient assurable, et vice-versa. Donc on ne sait plus où on en est, et voilà, je m'arrête. Merci, Jérôme. Donc, Stéphane, que dit le droit pénal sur le sujet? Parce que là, on a parlé de la responsabilité civile. Donc, Oui, en responsabilité pénale, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, on va faire en fait un tout petit détour par le droit pénal pour revenir sur le droit civil, parce que c'est le sens de cet atelier. Si vous voulez, on a eu beaucoup de réflexions dans le groupe de travail et on s'est en fond posé la question de savoir si sur cette question de l'idée qu'une amende pénale équivaut au fond à une amende civile, est-ce qu'on avait suffisamment réfléchi et est-ce qu'au fond on avait questionné l'axiome qui veut que puisque c'est inassurable en matière pénale, c'est nécessairement inassurable en matière civile. On a effectivement cette réflexion et elle va nous mener, et en partie elle nous a mené vers le droit pénal. C'est plutôt la question d'où on vient sur ce raisonnement et ensuite on finira par effectivement où on va. Ce que vous voyez actuellement, je voudrais juste, concernant cette prospective, parce que j'en reparlerai à la fin, il faut quand même penser que les juristes ne sont pas des gens qui vivent dans une bulle en autonomie. On a actuellement, et j'ai entendu la question de la différence entre les personnes morales et les personnes physiques, mais on a actuellement une explosion du montant des condamnations concernant les régulateurs. Là, depuis le mois de décembre, vous avez eu la décision de la Banque Postale, 50 millions d'euros de sanctions pécuniaires contre la Banque Postale. Alors je sais que la Banque Postale, ce n'est pas une petite entreprise, enfin, ça représente quand même 10% de leur chiffre d'affaires annuel, de leur bénéfice annuel. Pour Google, je suis d'accord, la CNIL a rendu là, le 21 janvier, donc c'est très récent, une sanction à hauteur de 50 millions. Donc si vous voulez, on ne peut pas faire l'économie dans ce mouvement général de ce qu'on est en présence d'un rôle de plus en plus lourd et du recours de plus en plus évident des autorités de contrôle et notamment des régulateurs à ce type de sanctions. C'est pour l'instant les personnes morales. Je pense que ça viendra à un moment ou à un autre sur les personnes physiques. Alors, la question, si vous voulez, c'est de se poser, au fond, l'idée de se dire, mais pourquoi, du point de vue sémantique, on a appelé ça amende civile? Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours considéré que ça n'avait pas de sens. On a eu des débats sans fin sur cette question-là. On parle, en fait, quand on regarde les choses, normalement, jusqu'à la transposition du RGPD, on parlait plutôt de sanctions pécuniaires pour tous les régulateurs. Depuis le RGPD, on parle d'amende administrative ou de sanctions pécuniaires. On s'en tire grosso modo, et on le verra avec le catalogue qui a été développé par Jérôme, on s'en tire en parlant souvent d'amendes parapénales. Au fond, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles se valent toutes ces amendes? Est-ce qu'elles ont la même fonction sociale? Est-ce qu'elles ont le même but? Est-ce qu'elles ont simplement pour fonction de sanctionner l'individu ou de donner un exemple? On en parlait tout à l'heure avec Richard. Concernant les États, sur les punitive et exemplary damages, certains les acceptent, d'autres considèrent que c'est inassurable. Si on revient aux sources du droit pénal, on est au fond dans un écho du principe qui est un principe classique de droit pénal qu'on appelle celui de la personnalisation de la peine. Alors, la personnalisation de la peine, on va toujours recours au vocabulaire juridique cornu. Comme vous le voyez, ça consiste à adapter une mesure ou une sanction à la personnalité propre et à la situation particulière d'un individu. Et dans notre droit pénal, c'est exprimé au fond par deux articles qui sont fondamentaux. L'article L121.1, nul n'est responsable pénalement de son propre fait. Et vous avez le 132.24 qui reprend au fond la jurisprudence antérieure, selon lequel on va sanctionner quelqu'un et on va faire un choix. Parce que l'amende, ce n'est pas automatique. Il y a plein de choses qui sont alternatives. Donc on va faire le choix de cette amende. Pourquoi? On va le faire notamment en tenant compte d'un environnement économique et des circonstances, alors la personnalité de l'auteur, mais aussi des circonstances de l'infraction. Ça veut dire que lorsqu'une juridiction va prononcer une amende, elle va déterminer son montant en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, mais bien évidemment de l'environnement et aussi de sa responsabilité dans la mise en place de la fraude ou du comportement délictueux. Donc il faut, si vous voulez, se dire que quand on a une amende pénale, ça ne sort pas de nulle part. C'est quelque chose qui obéit effectivement à des critères de personnalisation. Donc nous ensuite, on est arrivé à ce moment-là du raisonnement, et de se dire, au fond, si puisque toutes ces amendes pénales ne se valent pas, est-ce qu'on pourrait peut-être se poser la question de savoir si toutes les amendes, alors je vais les appeler civiles, même si j'aime pas le terme, est-ce que toutes ces amendes civiles se valent? Et c'est là où on en glissera, si vous voulez, à la fin, mais sans dévoiler ce qu'on va vous dire, on s'est posé la question de la mise en place d'un critère qui serait un critère qui permettrait de façon simple et objective de permettre de considérer si telle ou telle amende civile est ou non assurable. Et je pense que l'intentionnalité fait partie du package. Donc cette idée d'avancer sur les amendes
nous amène à un travail de moine bénédictin qui a été fait par le professeur Kuhlmann, qui a été de faire un tracé exhaustif de la totalité de celles que tu as pu trouver, Jérôme, si je ne m'abuse. Alors, on va avoir Jérôme, on va avoir le travail de Jérôme sur ces amendes après. Oui, là, on va juste redonner la parole à Richard qui va nous dire ce que l'on trouve dans les contrats aujourd'hui. Alors, on trouve dans les contrats, alors ce qui est en haut, ce sont les mots précis des textes de loi. Donc, par essence, vous ne les retrouvez pas dans les contrats. Dans les contrats, c'est vrai, dans les textes de loi, on parle d'amende administrative, d'amende transactionnelle, de sanctions pécuniaires, parapénales, d'amende de composition, d'amende d'intérêt public, d'astreinte, de prune, de papillon. C'est ce que tu as mis dans ton prochain slide. Je te l'ai spoilé, comme disent les enfants. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas ce vocable dans les polices. Et peu ou prou, de manière assez standard et unanime sur le marché, la garantie est exprimée à peu près comme ça. On dit sont garanties avec une sous-limite de temps. Alors ça peut être par année, ça peut être par situation, ça peut être par personne ou des mix de ces sujets-là. Et on reviendra d'ailleurs sur le sujet des montants de garantie, puisque certains donnent des montants de garantie avec des sous-limites, d'autres des pleines limites. Dans la réalité, vous verrez que selon moi, ça ne change pas grand-chose pour d'autres raisons. Mais c'est à peu près exprimé comme ça. Sont garanties avec une sous-limite de X millions d'euros par période d'assurance, les pénalités ou amendes personnellement infligées à l'assuré, personne physique, encore une fois, jamais la personne morale, sous réserve d'assurabilité au regard de la loi ou des règlements. Il y a des nuances, mais globalement, c'est à peu près rédigé comme ça. Les frais de défense, en revanche, qui sont en amont de la sanction de la faute, sont toujours couverts par les polices d'assurance et en général sans aucune franchise pour les personnes physiques. Alors, la critique est aisée, l'art est difficile, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous les assureurs d'être précis dans ce marigot juridique. C'est pas facile d'écrire autre chose que ça, et on est d'ailleurs assez preneur de suggestions sur le sujet. Avec en plus quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que si je prends quelqu'un comme moi, en tant qu'assureur, à la limite, vous pouvez éviter de payer, ça pourrait m'arranger. Bon. Si je me prends moi en tant que dirigeant d'entreprise, moi j'aimerais bien qu'elle fût garantie. Jolie celle-là. Voilà. C'est pas moi. Et parce que c'est vrai qu'on a quand même des amendes sur des sujets où on se retrouve avec une amende de 10 000, 20 000, 30 000 euros parce que quelqu'un a fait quelque chose dans les équipes sur un sujet qu'on ignore. Et on se retrouve avec cette amende, on se dit, bon sang, bonsoir, oui, responsable, enfin, j'ai rien fait. Et c'est quand même un petit peu injuste que je doive payer au principe de personnalité des peines. Donc on a cette difficulté à être précis. Et l'idée que l'on caresse actuellement, c'est peut-être pas d'être précis sur la manière de rédiger cette garantie, mais plutôt d'être précis sur les intentions, et j'y reviendrai à la fin, qui vont gouverner ce qui va être dans la tête du gestionnaire sinistre. C'est-à-dire quand il va être face à un cas, comment le gestionnaire sinistre va analyser le cas et faire jouer sa garantie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les polices d'assurance font en général une trentaine ou une quarantaine de pages. Il y a à peu près 5 pages sur les garanties, il y a une dizaine de pages sur les exclusions, parce qu'en plus elles sont en gras. Mais sur le règlement des sinistres, c'est extrêmement court. La date de déclaration le lieu de déclaration du sinistre, mais il n'y a à peu près rien sur qu'est-ce qui va gouverner, un petit peu quel est l'esprit, quelle est l'intention, qu'est-ce qui est dans la tête de celui qui a le crayon et qui paye le sinistre. Et c'est sur ce sujet-là qu'on peut peut-être faire progresser un petit peu le marché, mais j'y reviendrai à la fin. Jérôme, on vous écoute donc sur les amendes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'unité dans la notion d'amende et que ça méritait une analyse un peu poussée que vous allez nous présenter. Voilà, alors ça va être un peu long, ça va être un peu confus, ça va être très confus, hein, voilà. Et c'est au risque de s'y perdre. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est inassurable? Alors, on se réfère toujours dans les bons ouvrages, quand même à une réponse du ministre de l'économie de 1959. Les étudiants diraient, on n'était pas nés. Bon, ça c'est leur grande réflexion.
Et il ose dire en 59, il résulte d'une jurisprudence constante, paf, 1882. Alors là, c'est la surprise parce qu'on n'avait pas prévu. Je vais vous faire un petit visuel. Quiconque est allé à Singapour a pu acheter dans les petits marchés de Singapour ce t-shirt Singapore, the fine city. Et là, vous avez évidemment la reproduction des panneaux que l'on trouve dans Singapour avec ce qu'il ne faut pas faire et les sanctions. Alors vous le voyez, ça va de quoi? Ça va de faut pas nourrir les oiseaux, 1000 $. Faut pas pisser dans les ascenseurs, 500 $, c'est moins grave. Mais à côté de ça, attention, parce que si on se balade avec de la drogue, c'est la peine de mort. Alors, ça c'est Singapour. Et c'est vrai que c'est un peu énervant pour ceux qui connaissent. Pour fumer, il faut se mettre dans un carré jaune. Alors si on a un pied de chaque côté, paf. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un t-shirt avec marqué France, the fine state? C'est ça la question que l'on peut se poser. Donc, voilà ce que l'on trouve en matière d'amende dans notre chère France. Alors j'ai mis un peu tous les mots que je connaissais, quand même contredanse, prune, raquette, papillon. C'est certain que déjà on voit la diversité. On imagine bien le débat entre un président de société qui dit ma société vient de prendre une prune de 50 millions et l'autre qui lui répond oui mais moi j'ai mal garé ma voiture, j'ai pris une contredanse de 10 €. Donc c'est à chaque fois, c'est une amende. Alors amende, voilà ce que l'on trouve dans les textes. Ce sont les expressions tirées de textes et nous allons les voir. Vous voyez que finalement en argot, il n'y a que 4 mots, mais en droit, il y en a beaucoup plus. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, comment essayer de faire une typologie des amendes? C'est arbitraire de ma part, bien sûr. J'ai parlé d'infraction au sens très large, une violation, nanana, nanana. Donc, infraction pénale, infraction civile, infraction administrative. Puis après ça, j'ai fait un petit ajout en parlant de l'astreinte. Donc, on va essayer d'aller assez vite. Mes diapos d'origine, il y en a plus de 100. Il y en a plus de 100. Alors, on va éviter ça, bien évidemment. Pourquoi? Parce que j'ai fait des diapos sur les textes. Pour faire comprendre ça aux gens, normalement, il faut avoir le texte sous les yeux. Là, faites-moi confiance, croyez-moi sur parole, c'est véritablement tiré des textes, mais vous allez voir qu'on doit aller vite. Alors, les infractions pénales, qu'est-ce qu'on a? On a l'amende transactionnelle. Ça, c'est très intéressant. On va trouver ces expressions dans tous les codes. Je dis bien tous les codes. Amende ceci, amende cela. On va avoir ça dans les lois éparses, non codifiées. Alors, il y a des exemples. Code de l'environnement, on a pollué, gna gna gna. Eh bien, à ce moment-là, il est possible d'avoir à payer une amende transactionnelle. On s'arrange avec l'administration. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel est intervenu en disant « Ah ben l'amende en question, eh ben c'est pas une sanction, ça n'a pas le caractère d'une punition. » D'où vous allez me faire le plaisir tout de suite de sortir de votre tête ce préjugé bourgeois et grotesque. Une amende, c'est une sanction ou une punition. Pas forcément. Ensuite, on va avoir... Quand même dans un domaine important, la corruption, le trafic d'influence et le blanchiment, tout le monde connaît ça, hein, bien sûr, un jour ou l'autre. Donc, l'amende d'intérêt public, c'est la fameuse convention judiciaire d'intérêt public. Une convention, un contrat. Hein. Donc, on passe un contrat avec le proc, et donc là, on va devoir, le cas échéant, verser cette amende d'intérêt public. C'est l'expression consacrée par le texte. Et le rapporteur de la loi dit, oh bah attention, hein, c'est le procureur de la République, ça fait un peu pénal quand même sur les bords, mais il n'est pas approprié de parler d'amende pénale. Là aussi, ce n'est pas parce qu'on a une autorité pénale qui intervient que l'amende prononcée est pénale. Alors elle est quoi? Bon, j'en sais rien. Rapprochez ça tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Une amende, ce n'est pas forcément une sanction, ce n'est pas forcément une punition. Donc, êtes-vous déjà perdu? Oui, c'est bien, vous suivez.
L'amende de composition, voilà ce que l'on trouve. Alors ça se trouve dans le code de procédure pénale et dans le code de commerce. Vous voyez qu'on est là dans le cadre d'une infraction pénale, d'une amende de composition, et le code de commerce en parle. Vous voyez que pour les sources, il faut déjà lire tous les codes, toutes les lois. Qui l'a fait? Personne, bien sûr, ne m'étonne pas. Donc là, le procureur de la République peut proposer une composition pénale et verser une amende de composition au Trésor public. Je ne l'ai pas mis, mais je rappelle qu'en matière de code de l'environnement, l'amende qui est prévue peut être versée soit au Trésor public, soit à un fonds de remise en état des lieux. Donc vous voyez qu'une amende peut aller non au Trésor public, mais aller à un organisme destiné à réparer les dommages. Ensuite, l'amende civile. Où trouve-t-on l'expression amende civile? Paf, dans le code de procédure pénale. Là aussi, vous êtes collés. C'est tout ce qui est procédure abusive, constitution abusive, etc., etc. Amende civile. Alors là, on l'a déjà vu dans le projet de réforme du droit de la responsabilité, hein, avec l'amende civile en cas de faute lucrative, on l'a vu, qui n'est pas assurable. Maintenant, infraction administrative. Je me suis perdu. J'ai pris le code du travail et il y a plus de 30 entrées amendes administratives dans le code du travail. Dans le code de l'aviation civile, il y en a plein aussi. Les avionneurs, les compagnies aériennes sont vraiment exposés à ce risque. Le fameux RGPD sur la protection des données avec l'article 83, c'est l'amende administrative. J'ai mis etc. Tapez n'importe quel code et vous verrez, vous trouverez ça. Et puis on a les autorités pudiques. C'est-à-dire que dans les textes, on ne va pas trouver le mot amende, ni amende administrative. Alors, l'autorité de la concurrence, l'AMF, la CPR, c'est beaucoup plus neutre. C'est les sanctions pécuniaires. Ouais, mais derrière le loup se cache l'agneau. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence, sur son site, on va trouver le mot amende. Ça leur a échappé en commentant les textes. Et sanctions pécuniaires, et pourquoi pas amende, ça n'est expliqué nulle part. Ce qui veut dire que si les mots ont un sens... Alors, remarquez, il faut voir les rédacteurs des textes. Hein. Mais bon, physiquement, ils sont surprenants à voir, hein, physiquement. Bon. Donc, là, le problème est simple, c'est qu'en mettant sanctions pécuniaires et pas amende, est-ce qu'ils ont eu une idée derrière la tête? Peut-être, déjà, difficile. Bon. Ensuite, amende et astreinte. Pourquoi avoir fait ce rapprochement amende et astreinte? Alors là, j'aurais dû faire... Voilà. Tout le monde connaît l'article 10 du Code civil. C'est quand même un article très important, fondamental. Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Cherchez pas, il y a beaucoup de morale là-dedans. Hein, mais voyez bien la vérité, et on doit apporter son concours à sa manifestation. La production des pièces, là. Et là, on va trouver dans ce texte que le juge peut condamner une personne qui n'a pas apporté son concours, etc., peut être condamnée à produire ceci, à produire cela, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile. C'est encore une fois un texte très important. Pourquoi le législateur a-t-il mis astreinte ou amende civile? Probablement parce que par amende civile, le juge dirait « vous n'avez pas produit, vous n'avez pas voulu, eh bien, pan, voilà l'amende, et vous payez ». Mais le juge peut dire également « je vous laisse une chance, vous allez produire, je vous demande de produire sous astreinte ». Alors tout le monde connaît l'astreinte, excusez-moi bien sûr, c'est l'affaire du chantier avec l'entrepreneur. En arrivant que de chantier, l'entrepreneur a encore 5% à percevoir sur le prix convenu. Il va préférer commencer un autre chantier parce qu'il va toucher un acompte de 20%. Et donc la queue de chantier, pour arriver à la fin de la fin, eh bien, l'entrepreneur ne le fait pas. On le fait condamner sous astreinte, tant par jour de retard, tant par heure de retard, à payer cette astreinte. Mais vous voyez que astreinte, c'est-à-dire faites ceci
où je vous condamne à payer, et l'amende, c'est-à-dire payer. Au fond, on a au moins un texte qui va établir une assimilation. Ce qui signifie que on va trouver dans les textes auxquels nous revenons le mot astreinte. Et donc, on va avoir ça, vous le voyez, dans le Code du travail, dans le Code de l'environnement, la CPR et le RGPD. Bien évidemment, amende ou astreinte en cas de non-respect des injonctions. Une astreinte est-elle assurable? Eh bien, l'astreinte civile, celle de la queue de chantier dont je parlais. Il y a un débat doctrinal, mais la doctrine, tout le monde s'en fout. Ça, c'est un constat que je fais à mon âge. Et on a quand même un arrêt de la Cour de cassation de 2008 qui semble dire qu'une astreinte est assurable. Alors vous voyez qu'avec ça, si une astreinte en matière civile est assurable, qu'une amende peut être considérée comme une astreinte, que l'on a de nombreux textes qui interviennent là-dessus, ben pourquoi pas dire que c'est assurable, sauf suppression de l'aléa. J'ai encore combien de temps? J'ai encore 10 minutes. Ce qui est intéressant dans ces textes qui parlent d'amende, amende pénale, amende civile, amende administrative. Ce qui est intéressant, c'est la progression des textes parce qu'on a en quelque sorte la première voie qui est tracée, c'est la voie de la sanction qui est prononcée. Pan, l'amende, schlac, administratif, civil, machin chose. Mais on a créé une voie parallèle, une seconde voie dans de très nombreux domaines, de façon exceptionnelle de temps en temps, de façon systématique dans d'autres, telles que les procédures AMF. Alors ça s'appelle procédure de transaction, procédure de composition, on a la convention judiciaire d'intérêt public, et on a, ce que j'ai adoré en matière de concurrence, on va le voir, la clémence, la procédure de clémence, quand on est clément. Quand j'étais petit, on parlait toujours, moi je disais toujours que Dieu était marié, puisqu'on parlait du bon Dieu et de sa grande clémence. Mais ce n'était pas ça. Ici, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Alors, l'aménagement, c'est dans tous les domaines. Vous voyez, je vous ai fait une petite liste, on ne va pas insister. Seule la CPR ne connaît pas la seconde voie. Pour l'instant, la CPR n'a pas de procédure qui tend à éviter la voie directe de la sanction, de l'amende prononcée. On a eu un débat à la JAR il y a une semaine, 10 jours, et Maître Sureau, qui est avocat au Conseil et écrivain, nous a dit que probablement la CPR serait amenée un jour ou l'autre à adopter cette seconde voie. Alors, cet aménagement, c'est pas le plaidé coupable, justement non. Justement non. Parce que la seconde voie, c'est quand la personne poursuivie va dire, écoutez, ouais, j'ai été méchant, j'ai pas été très correct, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a une reconnaissance de culpabilité? Dans un cas, oui, c'est l'autorité de la concurrence. Il faut reconnaître que l'on a violé les textes en matière de concurrence dès que l'on passe à la procédure d'aménagement. En revanche, il n'y a pas de reconnaissance de responsabilité. Et par exemple, pour l'amende d'intérêt public, avec la convention judiciaire, l'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Alors, il n'y a pas de répression réelle. Alors, pourquoi pas assurer ça? Quant à l'AMF, où la composition administrative peut jouer pour toutes les infractions AMF, la transaction n'est pas qualifiée de sanction, dit la direction juridique de l'AMF sur le site de l'AMF. Ah oui, il faut de la recherche. Ah, il faut lire, il faut tout éplucher. C'est épuisant. Voilà, regardez l'épave, voilà, ça rend comme ça. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant. La transaction n'est pas qualifiée de sanction. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'AMF. Dans l'aménagement, il y a le volet, effectivement, sanction pécuniaire, amende. Il faut payer tant, c'est vrai. Mais à côté de ça, on va avoir d'autres engagements. Engagement de payer l'amende, oui, mais également engagement de payer des frais, notamment les frais d'expertise.
Et moi, alors là, je ne suis pas du tout praticien de ce côté-là. Je ne connais pas le montant des frais d'expertise qui peuvent être imposés à la personne poursuivie, notamment en matière de marché boursier et ainsi de suite. Mais il paraît que ça représente de temps en temps des sommes rondelettes. Plus que les avocats même. Parce qu'il y a aussi les frais d'avocat. Alors on va faire une balance, frais d'avocat, frais d'experts financiers. Oui, bon. Alors, les indemnités aux victimes, un truc tout à fait extraordinaire, c'est dans ces procédures seconde voie, transactionnelles, composition, etc., etc., c'est l'engagement d'indemniser les victimes. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. Indemniser les victimes, c'est des dommages et intérêts, responsabilité civile à l'état pur. Et on va prendre un engagement comme ça, mais envers quelle victime? Pour quel montant? Et si c'est de la responsabilité civile, par définition, c'est assurable. Et si c'est assurable, l'engagement qu'on a pris envers une autorité, cet engagement, est-ce que les victimes peuvent s'en prévaloir? Preuve. Et est-ce que c'est opposable à l'assureur? Deuxième. Donc vous voyez que là, il y a quand même matière à réflexion et à consultation et à réflexion, hein, vraiment. Donc, on a ça dans ces documents. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors bien sûr, il y a des engagements de remise en conformité, de réparation des dommages, et puis on prend l'engagement de ne pas récidiver. Ça aussi, c'est très important. Et ne pas oublier que dans pas mal de ces cas d'engagement, il y a une espèce d'engagement sous astreinte. C'est-à-dire qu'on prend l'engagement de faire ceci, on prend l'engagement de faire cela, et il est prévu que si on ne le fait pas, eh bien là, il y aura une amende. Voilà une amende de type conditionnel. Tentative de synthèse. Alors, les sources textes, tous les codes, les autorités, toutes les autorités, les sanctions fermes, conditionnelles. Est-ce que c'est de la répression? Pas toujours. Est-ce que c'est de la punition? On l'a vu, pas toujours. Est-ce que c'est de la réparation? Parfois. Est-ce qu'on cherche à amender le coupable? Là, si j'étais Raymond DeVos, je dirais c'est marrant. Une amende, c'est une sanction, mais amender, c'est s'améliorer. Comment est-ce qu'on amende un terrain? En mettant du fumier dessus. Voilà, c'est l'amendement. Donc, de l'amende, on passe à l'amendement. Ce qui est amende, est-ce que c'est assurable? On peut se poser la question. Ce qui est amendement, est-ce que c'est assurable? Là, il y a peut-être beaucoup moins de doutes. Ça pourrait être assurable. Et les collatéraux. Ce que j'appelle les collatéraux, ça c'est mon opinion. Tout ce qui est collatéral, c'est assurable. Frais d'expertise, frais d'avocat, etc., etc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La sanction pécuniaire elle-même, bon, ben là, s'il faut donner mon opinion, bon, je ne la donne pas, on verra après. Ne vous fiez à rien. Ne vous fiez à rien. Et surtout, ne vous fiez pas aux bouquins disponibles aujourd'hui sur le marché. C'est que des carabistouilles. Hein, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Visiblement, les auteurs, y compris moi jusqu'à cet atelier, les auteurs n'ont pas passé 6 jours. C'est sympa de m'avoir appelé moine. Je pense que c'est à cause de ma tonsure. Hein, voilà, chaussée aux moines. Mais ils n'ont pas passé autant de temps à analyser les textes. Donc, il n'y a rien de certain. Je vous laisse regarder ça. Hein. Une amende peut ne pas être une sanction. Une amende issue d'une infraction pénale peut ne pas être une amende pénale. Une amende, etc., etc. On en est où? On en est où? Alors dire, les amendes sont inassurables, normalement, ça, c'est beaucoup trop affirmatif. Il va falloir être beaucoup plus nuancé. Et à l'issue de cet atelier, on proposera probablement un critère un peu commun. C'était quoi, tu disais? Je disais simple. Oui, simple. Un critère simple, car nous avons, ne l'oublions pas, notre prise en compte des comportements. Tous les textes, tous, à propos des amendes administratives, civiles, première voie, deuxième voie, tous les textes prennent en considération le comportement de la personne poursuivie, avec tout ce que l'on trouve
dans la jurisprudence concernant la mise en œuvre de l'article L. 113.1 du Code des assurances. Ne jamais oublier ça. Tous les textes peuvent être imbriqués avec l'article L. 113.1. Alors, pourrait-on soutenir que L. 113.1 du Code des assurances est un texte spécial qui concerne l'assurance par rapport à tous ces textes généraux qui concernent le risque, c'est-à-dire l'amende? Voilà. Ça y est, ça se déclenche. Vous voyez le problème qui va se poser. Donc, eh bien, ma foi, j'ai terminé. Merci Estelle. Dans les temps, en plus, c'est parfait. Bah, toi, tu me dis 2 minutes 37, je fais 2 minutes 37. Oui, Hein. bon, pas toujours, hein, quand même. Alors, Stéphane, maintenant, on serait assez intéressé d'avoir ton point de vue d'avocat sur l'assurabilité de ces sanctions. Alors je vais juste parler une seconde de mon point de vue de juriste et formé par le professeur Kuhlmann. On a un problème en fait en droit français de la responsabilité depuis 1804. On vit sur un système qui est un système dans lequel on fonde la responsabilité sur la faute. Et depuis cette période, on travaille à l'idée qu'il faut évoluer vers l'indemnisation. Et au fond, on est dans une logique de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on est tenu par nos origines, et notamment par le droit canon. Et il y a de la morale derrière tout ça. C'est-à-dire le vrai problème de l'absence d'assurabilité ou du débat sur l'assurabilité, c'est des amendes, c'est effectivement un problème de morale juridique. Donc il faut peut-être qu'on aille chercher les choses, mais malheureusement, on va être mal accompagné dans ce chemin. On a d'abord des faux amis, j'allais dire, au niveau du législateur. Jérôme les a rencontrés physiquement. Moi, je les croise quand ils écrivent. La qualité de la loi est catastrophique. C'est-à-dire que vous avez, et ça a été démontré tout à l'heure par Jérôme, vous avez un catalogue d'expressions qui veulent plus ou moins dire la même chose sous les mêmes vocables. Donc on ne peut pas compter sur le législateur pour avancer sur ce sujet-là. Le deuxième faux ami, me semble-t-il, c'est l'ordre public. C'est-à-dire que l'ordre public, le fameux article 6 qu'on connaît tous, l'ordre public, les bonnes mœurs, ce n'est pas un bon critère. Ce n'est pas un bon critère parce que quand on voit la façon dont il est utilisé, retenons quand même une chose, à ma connaissance, mais je crois que je ne me trompe pas, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2012, c'est l'arrêt de Chubb, c'est le seul arrêt qui traite de la question de savoir si oui ou non les amendes sont assurables. Et on parlait d'une amende au titre d'un contrat. Donc si vous voulez, on a une croyance de marché qui part du principe que nécessairement, parce qu'un arrêt de cour d'appel l'a dit, c'est absolument la chose qui va rester jusqu'à la fin de l'univers. On n'en sait rien. Honnêtement, on n'en sait rien. Ce que je sais par contre, c'est que vous avez aussi une autre forme d'ordre public. Certains d'entre vous ont connu le dossier Our-Body. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dossier. C'était une exposition assez sordide. Enfin, mais ça, à nouveau, je fais de la morale, c'est plus du droit. Que je trouve, moi, sordide. Qui était une exposition où des prisonniers chinois qui avaient été exécutés avaient été coupés en morceaux et mis dans du plastique pour être exposés. Enfin, bon, voilà, il y a des gens qui ont des idées curieuses. L'exposition a fait le tour du monde. Il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Et c'est venu en France. Et là, notre ordre public s'est posé. Je ne savais pas que Jérôme allait sortir son t-shirt, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'ordre public, chacun a le sien. C'est comme le sexe des anges. On est effectivement dans un débat qui est sans fin. Donc ce n'est pas un bon ami, l'ordre public. Donc le vrai critère, me semble-t-il, c'est plutôt un critère qui serait un bon compagnon de route, c'est l'intentionnalité. Alors pas forcément exactement l'intentionnalité telle qu'on l'entend au sens de l'article 113.1, mais au fond, l'intentionnalité dans la réalisation d'une infraction, et au fond l'idée que pourquoi moi, alors personne morale, mais ça peut être aussi une personne physique, pourquoi moi je me prends cette amende? Pourquoi je vais être attaqué sur mon patrimoine? Je vais l'être parce que je suis celui qui a créé le risque et tiré un profit. C'est un vieux débat, si vous voulez, que les écoles juridiques connaissent sous la notion de théorie du risque-profit. Vous êtes responsable parce que vous êtes le chef. D'accord? Est-ce que c'est exactement la même chose de prendre une amende pour ça ou parce que vous êtes dans une situation où vous subissez le fait d'être responsable sans être vraiment coupable? Donc, à mon avis, le critère, il est là. Et je pense que c'est un critère qui peut être simple. On est en présence d'un débat qui avait été engagé. Alors, on aurait pu l'avoir dans un arrêt du 14 juin 2012,
qui était un arrêt que je crois, Richard, tu connais, et qui est un arrêt, effectivement, où on a failli avoir la solution de la Cour de cassation sur la question de l'assurabilité des amendes. Malheureusement, on ne l'a pas eu parce que c'est tombé sur le sujet de la faute intentionnelle avec une autre définition, mais on ne va pas y revenir. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste, au fond, par exemple, d'utiliser ce critère d'intentionnalité. Donc, ce critère d'intentionnalité, si on prend par exemple les 2 décisions qu'on a eues récemment, vous avez la décision Google. Prenons la décision Google. Je raisonne en termes de personnes morales. J'ai bien compris que le marché, pour l'instant, était plutôt sur les personnes physiques. Mais si on prend, par exemple, la décision Google, on voit très nettement, quand on l'analyse, qu'on a une résistance de Google par rapport à la façon dont, au niveau du continent européen, on statue sur la protection des données. On sent très bien que c'est une résistance de fond. Et c'est les arguments, après les arguments qui s'enchaînent en expliquant que non, nous, on n'est pas à la version, on est à la version française, mais c'est aux États-Unis que ça se passe, etc., etc. Il y a une quinzaine d'arguments, si vous voulez, qui sont des arguments à tiroir de défense successive, et on sent très clairement qu'il y avait une volonté d'imposer sa propre méthode et sa propre pratique face au RGPD. Ce qui a entraîné une réaction très très vive de la CNIL, parce que la CNIL a statué. Il faut savoir que le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Le 25 mai 2018, ils ont reçu la première lettre recommandée venant d'une association. Le 29 mai 2018, d'une deuxième association, 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes faisaient valoir le manquement à la RGPD. Et on a eu, donc en janvier, on a effectivement une amende de 50 millions. Ça veut dire qu'il y a un message fort qui est en train de passer. Donc la question de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, comment on va demain créer les conditions qui permettront de protéger un risque, c'est peut-être en allant voir la façon dont sont rédigées les décisions. Et je pense que d'ailleurs, c'est le critère qu'utilisent les gestionnaires de compagnies d'assurance. Ils vont essayer de voir si on est en présence de c'est la faute à pas de chance ou c'est la faute parce que vous êtes le chef à la personne a sciemment et délibérément voulu commettre quelque chose. Et quand on regarde la deuxième décision qui nous concerne plus directement, qui est celle de l'ACPR, qui concernait la Banque Postale, la Banque Postale a été condamnée, accrochez-vous, pour avoir manqué à la législation sur le financement du terrorisme, anti-blanchiment, financement du terrorisme, parce qu'elle utilisait, en vertu de sa mission sociale, un système de mandats cash internationaux, donc qui a été aménagé depuis. Mais l'idée, c'était en gros, on n'avait pas besoin d'être client pour pouvoir l'utiliser. Ça a entraîné une conséquence qui est quand même très importante, c'est qu'on a eu une amende à 50 millions pour 71 manquements sur 6 millions d'utilisations de mandats cash internationaux. Ça représentait 0,00027% des financements, des transferts financiers. Donc là, en l'occurrence, quand on regarde la décision et qu'on la lit vraiment, elle est très longue, on s'aperçoit au fond que ce qu'on peut éventuellement, et je ne suis pas d'accord sur tout, mais qu'on peut éventuellement reprocher à la Banque Postale, c'était plutôt de ne pas avoir réagi suffisamment vite et d'avoir mal organisé, si vous voulez, son système de contre-mesure par rapport à ce qui était en train de se passer. Mais ça, ce n'est pas intentionnel du tout. Donc là, moi, si j'étais gestionnaire de compagnie, mais là, je m'en remets vraiment à Richard, parce que je ne suis pas gestionnaire de compagnie, je verrais une différence. Il y a une différence. Et là, on a peut-être un critère simple qui serait celui de l'intentionnalité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que quand on vous dit que c'est un atelier de réflexion, et je pense que les questions le démontreront, on essaye de trouver une solution. Toutes les amendes, je ne pense pas demain, toutes les amendes, on va dire civiles, ne seront pas assurables. Mais est-ce que certaines le seront ? Je le pense. Alors, maintenant, le moment fatidique. Richard, que fait l'assureur ? Qu'est-ce qui va driver l'analyse du régleur sinistre et quelle est ta position ? Alors, c'est vrai que, pour faire un rappel, déjà, la bonne chose, c'est qu'il n'y a aucune demande qui émane de quelconque garantie pour les personnes morales, donc on garde ça pour plus tard. Là, je ne pense pas que les assureurs seront très enclins à couvrir vu les montants. C'est vrai qu'avec tout le RGPD, tout ça est revenu. Il y a pour nous des positions de marché qui sont sans cadre. C'est vrai qu'on a parlé des faux amis tout à l'heure, de l'ordre public, du principe de personnalité, des peines, des bonnes mœurs. Et alors, je pense que le débat qui est à mon avis le plus intéressant, c'est le débat sur les montants de garantie. Je promets, je réponds à la question d'Estelle dans un instant. Parce que certains nous assurés nous disent, est-ce que je pourrais avoir 5 millions, 10 millions, 20 millions d'euros de garantie pour les amendes ? Pas que ça fasse plaisir, mais ce n'est pas vraiment gênant pour un assureur, pour plein de raisons. Donc la vraie question, c'est est-ce que la faute intentionnelle est la seule gardienne de la garantie, donc le fameux L11310 ? Donc pour nous, oui.
Pour nous, oui, parce que c'est vraiment peut-être la chose la plus tangible. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que quand on regarde la manière dont est exprimée la garantie dans les textes, face à de nombreuses demandes de risk managers qui essayent d'avoir autre chose à exprimer à leur patron en haut, on s'est permis de travailler. Enfin, quand je dis travailler, j'ai fait travailler, c'est beaucoup Emmanuel Sylvestre qui l'a fait, ça s'appelle la collaboration, sur une lettre d'intention contractuelle qui va exprimer qu'est-ce que va regarder le gestionnaire de sinistre quand il va recevoir cette chose. Alors, je ne l'ai pas mis dans les slides parce qu'il y a un peu de know-how. Mais on s'est un peu risqué de la manière suivante en disant voilà, votre contrat d'assurance tralala, étant notre compagnie, prévoit la prise en charge des pénalités ou amendes personnellement infligées à un assuré personne physique sous réserve de leur assurabilité. Voilà. Je lis, puisque c'est une lettre. Cette disposition faisant l'objet de nombreux débats et interprétations sur le marché, il nous semble pertinent d'exprimer ci-après notre vision, ainsi que les enseignements pratiques que nous avons pu tirer quant à la mise en jeu de cette garantie. En premier lieu, il convient de rappeler que cette assurabilité s'apprécie conformément à la législation du pays dans lequel cette amende ou pénalité est infligée. Et il y a des endroits où c'est clair. Donc, à titre d'exemple, il est clairement établi que les amendes prononcées par l'autorité administrative de régulation boursière italienne, par exemple, la Consob, ou celles infligées par l'instance de régulation du secteur financier britannique, la FCA, sont expressément inassurables, quelle que soit la nature du grief qui les sous-tend. Donc ça, c'est simple. On n'est pas dans du gris, c'est ou du noir ou du blanc, et ça c'est clair. Dans le cadre français, le Code des assurances et le Code civil français régissent la position de tout assureur opérant sur notre marché national. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des débats et peut-être des pics sur la CPR tout à l'heure. Ça reste quand même le régulateur des compagnies d'assurance. Donc, on a forcément une petite écoute, puisqu'il y a quand même des gens susceptibles de retirer des licences, d'interdiction d'exercer. Donc, on ne peut pas mettre de côté, et on ne doit pas mettre de côté, le rôle de la CPR quand on est dirigeant de compagnie d'assurance. Je l'ai fait ça sera fait. Donc, dans le cadre plus exactement, le Code des assurances et le Code civil français régissent la position de tout assureur opérant sur notre marché national. Alors, c'est là que c'est intéressant. Et on écrit « Si le comportement fautif de l'assuré, sanctionné par l'amende prononcée par l'autorité administrative, démontre une intentionnalité caractérisée, soit dans la violation délibérée et ou répétée d'une réglementation, soit dans la recherche consciente d'un résultat dommageable, il apparaît sans équivoque que la prise en charge par l'assurance de cette amende ou pénalité ne sera pas légalement permise du fait de l'application de l'exclusion impérative de la faute intentionnelle ou délétère commise par l'assuré, prévue à l'article L113-10 du Code des assurances. Donc on ne va pas aller vendre des carabistouilles quand c'est intentionnel et répété. Là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que le meilleur garant de ce qui est dans les intentions, c'est la faute intentionnelle et ce fameux article L113-10. À retenir que dans ces cas-là, l'amende est grosse. D'accord ? Donc on peut donner 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions d'euros de garantie, puisque de toute façon, quand on atteint ces montants-là pour les personnes physiques, on est toujours dans la faute intentionnelle. Donc les assureurs ne paieront jamais. Il faut le garder en tête. Je dis ça parce que quand on demande, ou on a des assureurs qui nous disent mon dirigeant me demande plus de garantie, oui, mais dis-lui bien qu'à ces montants-là, très peu de chances qu'on paye, parce qu'à des montants comme ça, il y aura du répété, il y aura de l'intentionnel, il y aura du dolosif. Donc on va dans les petites amendes. Si en revanche le comportement fautif de l'assuré sanctionné relève d'une négligence, d'une inadvertance, d'une erreur involontaire ou d'une confusion, sans intentionnalité dans sa commission ou dans l'obtention de ses conséquences dommageables, la prise en charge par l'assurance de l'amende ou de la pénalité peut être envisagée. Mais c'est des petites amendes. Alors, je ne peux pas vous dire si la différence entre les grosses et les petites, c'est 1 300 000 mais entre nous, au-delà de 100 000 ou 150 000, je pense qu'on va quand même beaucoup tomber dans le premier paragraphe sur l'intentionnel. Donc, c'est l'étude des griefs qui fonde la sanction qui déterminera la position de l'assureur. Alors, néanmoins, on a rajouté dans ce courrier que si on n'était pas fondamentalement d'accord avec l'assuré ou le dirigeant sur ce qu'est une faute intentionnelle ou pas, et donc son assurabilité,
Nous nous engageons, avec l'accord préalable de l'assuré concerné ou du souscripteur du contrat mis en jeu, à clarifier la légalité de cette prise en charge auprès de notre autorité régulatrice, la CPR, afin de vous apporter la nécessaire sécurité juridique inhérente à la tenue de nos engagements contractuels, c'est un peu de commercial. Sans réponse de la part de la CPR, nous pourrons alors en déduire son accord tacite une fois expiré le délai de 4 mois prévu dans la réglementation en vigueur. On ne l'a jamais testé, hein. Ça sera intéressant de voir. Moi, je pense qu'il y a une chose, peut-être qu'on pourrait faire, pas tous ensemble, mais lorsque vous êtes dans les couloirs à parler à ces instances, c'est s'ils pouvaient être un petit peu plus précis sur les griefs. Parce que le plus ils expliqueront ce qui sous-tend l'amende infligée, le plus l'assureur pourra regarder si on est dans l'intentionnel ou pas. Et c'est vrai que des fois, les griefs ou la faute sanctionnée n'est pas assez clair pour permettre à l'assureur ou à l'assuré de déterminer si c'est une faute intentionnelle. Alors, on n'a pas mieux à ce jour, mais l'élément clé, c'est quand même qu'on ne se réfugie, entre guillemets, que derrière la faute intentionnelle pour savoir ce qui va être payé. Mais ne nous leurrons pas. Grosse amende intentionnelle. Celui qui vous dit qu'il paye, il sera dans les mêmes livres de ceux qui écrivent les carabistouilles. Alors, merci beaucoup, Richard. Ça nous éclaire quand même de façon assez précise sur, en tout cas, l'intentionnalité de l'assureur sur la couverture de ces sanctions. Oui, pardon, l'intention. Oui, je me mélange un peu. Donc, je pense qu'on va. En fait, on est même presque en avance sur notre timing. Alors, Jérôme, je sens que tu veux rajouter quelque chose. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû. Je viens de découvrir. Tu nous avais caché ça quand même, hein, ton espèce de mode d'emploi avec tes gestionnaires de sinistres. Enfin, moi, je n'avais pas eu connaissance. La question est la suivante. En fait, je vais avoir besoin plutôt que. Bah oui. Moi, je risque rigoureusement rien. Je suis responsable. Je suis prof. Donc, la question est la suivante. Est-ce que l'autorité qui va prononcer la sanction a le droit de dire elle-même ce que je prononce, c'est pas assurable? Alors, juste un mot, la FCA a dit tranquillement au Royaume-Uni, moi, les sanctions que je prononce, c'est inassurable. Bien. On vient d'avoir une précision donnée par l'organisme du Royaume-Uni. Comment il s'appelle celui-là? Non, pas la FCA, l'autre. Je vous ai passé le papier hier soir. Bon. L'ICO, c'est l'organisme, l'autorité administrative Royaume-Uni, qui va notamment mettre en application le RGPD, rien que ça, donc sur la protection des données. Cet organisme vient de déclarer rien dans le RGPD n'interdit l'assurabilité des amendes que je prononce. C'est quand même pas mal. Là, au moins, c'est clair. Alors, est-ce qu'en France, la CPR, par exemple, ou l'AMF, pourrait, de sa propre initiative, dire « quand je prononce une amende, c'est inassurable ». Ou du reste, à l'inverse, « quand je prononce telle sanction, c'est assurable ». Ah. En l'état, j'étais en train de regarder les dispositions des articles 612-39. En l'état, non, parce que si vous voulez, il faut aussi savoir que la CPR, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. On était en train d'intervenir et je suis retombé sur un article que j'aurais dû vous citer, qui est l'article 612-42 et qui confirme exactement ce que Jérôme disait. Je vous le lis, c'est vraiment pas long. Les sanctions pécuniaires prononcées en application, etc., peuvent faire l'objet d'une majoration dans la limite de 10% de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est de la sanction pécuniaire destinée à financer l'indemnisation des victimes. Une fois que vous partez de cette base-là, vous ne pouvez rien construire sur du sable. Donc, je dirais peut-être que ton idée est pertinente, mais il faudrait qu'on puisse convaincre le législateur de faire un boulot de réflexion de fond et qu'on puisse effectivement se mettre entre juristes et dire voilà, ça c'est assurable, ça l'est pas, et demander aux autorités de contrôle de rendre des motivations beaucoup plus précises sur cette question d'intentionnalité. Alors, on va passer aux questions. On a des micros qui vont être mis à votre disposition. Est-ce que quelqu'un a une question ?
Ouais, ça marche. Oui, Luc Maillot, j'avais fait un atelier à l'AMRA il y a quelques années sur le même sujet des sanctions. Je vois que c'est un petit peu évolué. Simplement deux remarques. La première, c'est sur l'article 6 du Code civil. Il est apparu assez tardivement au cours de cet atelier. C'est Stéphane qui en a parlé, qui l'a traité de faux amis. Moi, je suis un ami du Code civil et qui est un ami pour moi, mais pas en assurance vie, ça, je sais bien. Mais en dehors, j'aime bien. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est sur la question du comportement. C'est sur la référence à l'article 113.1. Je conçois très bien que ce texte soit central. Le problème, c'est qu'on a en quelque sorte démoli la faute intentionnelle en voulant l'élargir successivement à la faute dolosive, à la faute de témérité, à la faute lucrative, etc. Est-ce qu'on peut avoir un critère fiable en ayant recours à l'article 113.1 alors que précisément ce texte n'est plus ce qu'il était, j'allais dire, on lui met n'importe quoi, enfin, du moins pour certains qui ont décrit des carabistouilles peut-être, mais on veut mettre n'importe quoi sur cet intitulé de faute intentionnelle. Donc il y a comme une sorte de paradoxe, d'une part à prendre appui sur un texte en disant c'est un critère sûr, et de l'autre, entre guillemets, je vais me faire pas un peu polémique, à le démolir. Merci. On ne peut pas développer ça maintenant, je pense, Luc, parce que la faute intentionnelle, il va falloir revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, etc. Il y a une question que moi, je voudrais poser à la salle, parce que c'est quand même... vous êtes dans une entreprise, vous êtes avocat, vous avez un client, ou c'est vous dans l'entreprise, et il y a un problème, justement, qui va se poser avec une autorité. Votre entreprise, votre client en tant qu'avocat, va se prendre une procédure AMF, ACPR, CNIL, etc., etc. L'assureur, c'est comme dans la déclaration du risque. Il ne sait pas ce qui s'est passé, l'assureur. Il va recevoir une déclaration de sinistre, et là, Richard l'a très bien expliqué, quels sont les griefs, qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous, là, les coupables, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez dire, dans mon entreprise, on est poursuivi pour ça, et je sais que Dupont, il a fait ça, et il l'a fait soit alors innocemment, soit intentionnellement, de façon délibérée. Est-ce que même l'assuré a connaissance de la réalité? Alors évidemment, s'il y a quelqu'un dans la salle qui dit « oh ben oui », on va dire « ah tiens, tiens ». Bon. Mais qui le sait? Juste sur cette question, pour prendre le raisonnement de Jérôme à contrario, dans le projet de réforme sur la RC, non, mais c'est intéressant. Lorsque l'auteur du dommage a délibérément commis une faute, c'est à ce moment-là, effectivement, que l'amende civile n'est pas assurable dans le projet. Donc, à contrario, s'il n'a pas délibérément commis une faute... Comment vous définissez délibérément? Non, mais comme tous les juristes, comme tous les juristes du monde, on va avoir des consultations, on va avoir des dossiers dans lesquels on ne sera pas d'accord, mais c'est comme ça, c'est en tâtonnant qu'on progresse. Oui, mais ça, la bonne foi, la mauvaise foi, la déclaration du risque, la fraude lors du sinistre, le droit de la lettre de change, on a la bonne foi, la mauvaise foi, l'intentionnalité, la délibérée, tout, dans tous les domaines du droit, ne serait-ce que par le biais de l'abus du droit. Bon, donc ça c'est un débat. Oui, il existe, mais on ne va pas insister là-dessus. Mais est-ce que vous connaissez ça? Je ne vais pas vous répondre tout de suite, simplement j'avais des remarques. Christophe Delcamp de la FFA. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier de vos démonstrations qui sont brillantes. Simplement, sur un slide, vous avez écrit « au risque d'être perdu ». C'est vrai que je n'ai pas été perdu, mais on voit bien qu'il y a des doctrines juridiques, on peut s'affronter. En plus, vous amenez le critère de l'intentionnalité. Est-ce que ce critère n'est pas subjectif? Donc, comment rassurer quelqu'un qui va payer sur peut-être des petits sinistres, mais qui auront sur les TPE-PME peut-être une occurrence très très forte, et pour un assureur, ça deviendra très important. De plus, en intensité, Google, il y a un point très important dans la décision. C'est pourquoi la CNIL, en France, s'est saisie de ce dossier, alors que le siège de Google est en Irlande, et que les règles du G29 disent que ça aurait dû être la CNIL irlandaise qui aurait dû être le leader. Et donc, ça peut générer pour Google, non pas 50 millions, mais 50 millions fois 27 éventuellement. Donc, je pense tant en intensité qu'en occurrence, il y a un risque. Et je voudrais qu'on revienne sur pourquoi le sujet est arrivé. Le sujet est arrivé depuis 1-2 ans sur la problématique du risque cyber. C'est un problème de cybercriminalité, cyberassurance. On est dans un nouveau paradigme, dans des problèmes sociétaux tout à fait nouveaux.
Et sur ce sujet-là, uniquement sur ce sujet-là, sur la problématique du risque cyber, où on a très peu de connaissances techniques, très peu de connaissances encore juridiques sur le sujet, ne vaut-il pas mieux rester sur notion noir et blanc, puisqu'on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait même pas si un chef d'entreprise, dans la maîtrise de sa technologie, on pourra lui imputer d'une manière intentionnelle ou pas sa faute. Et dans ce cas-là, sur uniquement ce domaine d'activité, sur uniquement cette branche, la problématique cyber, on reste sur une décision de l'ACPR qui doit dire que, effectivement, les sanctions, les amendes du RGPD ne sont pas assurables. C'était plus un statement qu'une question, Christophe. Moi, j'ai une question naïve. On n'a pas du tout parlé de fiscalité. Est-ce qu'on peut s'assurer du risque de sanction en matière fiscale? On a de la vieille doctrine des années 30 à propos, comment ça s'appelle, ça c'est les machins, les décimes, je ne sais plus quoi, vous savez, les bouteilles de pinard où il fallait le truc là, les assises. Non, les assises, on parle bien de cours d'assises, non? C'est pas ça. Donc, c'est toujours en vigueur, exactement. Et on a une doctrine qui est, mais c'est extrêmement ancien. Il y en a qui disaient, Picard et Besson, c'est inassurable, et d'autres qui disaient, c'était notamment Godard, c'est assurable. Vous voyez que je vous fais bien avancer les choses. Simplement, il y a une chose peut-être à souligner. Aux États-Unis, ils ont créé en matière de risque judiciaire, c'est-à-dire qu'on est en cours de procédure. On est en cours de procédure. Par exemple, on est dans le cadre d'un appel, et ils ont créé la Tax Legal Risk Insurance. C'est-à-dire qu'on va être condamné en matière fiscale, ça c'est certain, mais on ne connaît pas le montant. Alors on a fait appel. Ça va être combien? Et à cet instant, on peut prendre une assurance. Une assurance qui va couvrir une somme déterminée par les parties. Si par exemple la condamnation en appel dépasse 100 000, bah, l'assureur indemnisera pour la tranche supérieure à 100 000. Et avec des conditions de franchise, tout ce que vous voulez. Donc c'est un signe. Parce que si on peut assurer l'aléa judiciaire, l'aléa de la décision finale en matière de condamnation fiscale, ça veut dire que ce n'est pas hors assurance. Ça revient à assurer une partie de l'amende fiscale. Mais si on peut prédire la décision judiciaire à l'avance, non mais là, c'est vraiment la matière. Le domaine. Une amende fiscale aux USA, on sait qu'on a toutes ces polices d'assurance qui interviennent pour le résultat final. Mais là, en France, je ne sais pas, question à la salle. Plutôt non, mais en revanche, il y a quand même sur les amendes, même avant les amendes, il y a les impôts. Hein. Quand vous avez une PME, parce que c'est souvent dans ce cas-là que ça arrive, que la PME dépose le bilan et laisse une dette, hein, et que la dette est laissée à la charge du dirigeant à l'issue d'une faute de gestion, il se peut que dans cette dette de la société, il y ait des amendes, il y ait des impôts. Voilà. Les assureurs les prennent dans le cadre de l'action en commande passive ou de la contribution à la... Voilà. Mais parce que c'est une dette de la société mise à la charge du dirigeant, il ne faut pas en conclure le raccourci que l'assureur paye l'impôt ou la pénalité. C'est parce que c'est une dette de l'entreprise. Écoute, étant donné là d'où tu viens, tu connais quand même la technique à propos des amendes fiscales, notamment en cession d'entreprise, de la garantie de passif, hein, avec l'assurance des conséquences d'une garantie de passif par l'assureur, qui comprend bien entendu tout le passif fiscal. Bon, mais j'ai... C'est l'ardoise magique. Je ne me rappelle pas. Je sais bien parce que tu es condamné d'office, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, de Sylvestre Liberty, mais j'essaierai de prendre ma casquette peut-être de prof à Dauphine ou d'éditeur dans le Lamy pour être un peu plus neutre. Je pense que, donc bravo déjà pour toutes les recherches spédéologiques dans tous les textes, pour donner toute la vision de la complexité de la matière. Je crois qu'en fait,
Ce que l'on doit impérativement à nos assurés, c'est effectivement la sécurité juridique de nos engagements, surtout dans un domaine aussi sensible pour les dirigeants d'entreprise, qui eux-mêmes, d'ailleurs, ont du mal à répercuter la visibilité par rapport aux assurés, qui sont les dirigeants en tant que tels. La matière est complexe. C'est pour ça qu'il est très dur pour les assureurs d'arriver à répondre à toutes les questions. Maintenant, je pense que le réel enjeu, y compris pour les courtiers d'assurance, c'est de déblayer le terrain dans un domaine où, effectivement, on n'y voit pas clair, et surtout sur un sujet aussi déterminant, qui, malheureusement, parfois sur les appels d'offres, est déterminant d'arbitrage dans les décisions sur les appels d'offres. Et c'est là où je pense que c'est un mauvais choix. Je pense que la meilleure façon, en tout cas, d'essayer de faire un tri entre les assureurs, c'est déjà de savoir quels sont ceux qui se donnent les moyens de creuser la question. Et on est preneur d'avis, d'études, de contradictions, de recherches. Alors tu disais que l'autorité de contrôle ne s'est jamais prononcée sur le sujet. En 2006, j'avais reçu une position de la CCAMIP à l'époque qui était très claire, sans ambiguïté, mais qui n'était pas effectivement plus générale qu'on l'aurait voulu. On sait qu'il y a un mouvement un peu de moralisation, donc il te fait toujours bondir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche à couper court à certains comportements. Maintenant, on a aussi l'émergence de sanctions qui sont hybrides, où tantôt on va indemniser des parties, tantôt sanctionner un comportement pour éviter, effectivement, en termes d'exemplarité, que ça se reproduise. Donc la chose n'est pas aisée. Mais je pense qu'il faut vraiment impérativement clarifier les choses. Je sais que, et là je parle sous le contrôle de Christophe, l'ACPR doit rendre effectivement un avis qui normalement sera plutôt négatif sous l'angle du cyber et de la RGPD. Ça ne veut pas dire que ça va engager sur tout, mais ça veut juste dire qu'il faut extrêmement être prudent sur le sujet. Moi j'ai deux observations. La première, c'est que l'ACPR n'a absolument pas le droit de déclarer que ces sanctions sont... Enfin, c'est n'importe quoi là. Alors là, c'est absolument... Mais ça, c'est un truc à hurler dans la rue. Gilet, je ne sais pas combien, et moi je vais me foutre un gilet rouge comme le code. Non, faut pas me déconner. Non, franchement, la CPR va dire ah ben moi mes amendes elles sont pas assurables. Ah ben voilà, ah ben c'est tout. Hein. Et puis deuxième chose, la morale n'a rien à faire dans l'histoire. Hein, parce que le pire des chauffards, le pire des cons, récidifistes, etc., il cause un accident de voiture, il fait brûler 4 jeunes filles. Il n'y a pas de problème, vive, mais son assurance RC va fonctionner. Alors ne parlons pas de morale. Ne parlons surtout pas de morale dans ce domaine. Attends, je voudrais répondre. Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est non. Alors, si tu veux, j'ai écrit un truc à la tribune là-dessus. L'ACPR, je suis désolé de le dire en présence de l'ACPR, mais l'ACPR est actuellement en train d'essayer de prendre sur certains sujets assurance la place de la Cour de cassation. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que vous avez 2 sujets actuellement, il y en a peut-être d'autres, j'en ai identifié 2. Il y en a un sur les avenants, où la Cour de cassation dit que les avenants sont soumis aux règles du droit processuel, c'est-à-dire le fait que le contrat d'assurance est un contrat verbal, il peut l'être. Ce n'est pas la position là-dessus de la CPR. Et deuxièmement, sur les courtiers grossistes, la Cour de cassation en 2017 a dit que les courtiers grossistes, parce qu'ils n'étaient pas en contact avec la clientèle, n'avaient pas de responsabilité. Et la CPR dit exactement l'inverse dans sa communication officielle. La CPR n'a pas le pouvoir qu'elle prend actuellement et elle n'a pas à remplacer la Cour de cassation. Ni le législateur encore plus. Si je peux me permettre, Sylvain Rionneau, avocat, en fait, Emmanuel Sylvestre a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en tant que praticien, on voit bien que la difficulté qu'ont nos clients et assureurs et les assurés, donc par contre-coup, c'est d'avoir une certaine certitude. Et en prenant la position de dire que dès lors qu'il y a amende, alors peu importe comment on le qualifie, c'est pas assurable parce que l'article 6 du Code civil, on prend une solution de facilité, mais qui a au moins le mérite d'exister, quitte à provoquer une réaction du législateur, de la même façon qu'il y a une sorte de convention de place selon laquelle une société ne peut pas payer les frais de défense de ses dirigeants parce que ce serait de l'abus de biens sociaux. Je pense que la situation est beaucoup plus nuancée. Il y a quelques années, il y avait un arrêt Pierre Suard qui avait été très peu commenté, qui ouvrait la porte. Je crois que Bouloc avait dit si le conseil d'administration est d'accord, on doit pouvoir payer les frais de défense. Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas assurable. Ça permet de vendre de l'assurance RCMS et j'en suis ravi. Donc la difficulté, c'est que en précisant dans le texte que vous avez cité sur la réforme en cours de la RC extra-contractuelle, cette condamnation n'est pas assurable, c'est bien de le dire. Est-ce qu'il n'est pas évident que par contre-coup, dans tous les autres domaines, des petits malins vont dire à contrario, puisque c'est pas dit, c'est donc que c'est assurable. Alors, donc, ce qu'il faudrait, en fait, c'est un principe général, et je suis assez d'accord avec votre position que, in fine, le critère, ça doit être l'intentionnalité.
Il y a quelques années, j'avais assisté à une réunion, à une conférence, je crois que c'était à l'AIDA, Jérôme, où Dominique Schmitt avait parlé des sanctions AMF et quelqu'un, lors des questions, avait dit « mais est-ce qu'elles sont assurables ?» Et Dominique Schmitt avait dit « moi, je ne suis pas spécialiste d'assurance, mais ça me paraîtrait un peu être un pouce au crime. Est-ce que ça ne doit pas être ça un peu le critère combiné avec l'intention ?» Il y a quand même un aspect de dissuasion dans les amendes. Ordonnance de 1681, l'assurance RC, c'est interdit parce que ça pousse au crime. L'assurance vie, ah ben, ordonnance de 1681 à nouveau, c'est pas possible parce que c'est un pouce au crime. Portalis, trop préparatoire, l'assurance décès, c'est un pouce au crime. La loi Badinter, tout le monde va se jeter sous les bagnoles. L'assurance incendie, c'est un pouce au crime aussi. Non mais, je rappelle, pour ceux qui font un peu d'assurance vie, je rappelle qu'il a été, jusque dans les années 70, c'est ça Jérôme, interdit de faire un contrat d'assurance vie au profit de sa maîtresse. Parce que c'était immoral. Donc c'est pour ça que le critère de l'ordre public, ce n'est pas un critère sérieux. C'est-à-dire qu'il est intellectuellement séduisant, et je te rejoins Luc, mais ce n'est pas un critère utile. Or, comme tu l'as demandé, la question, c'est celui de la prévisibilité. C'est-à-dire que je prends une police d'assurance, je veux au moins savoir avec un degré de certitude élevé si elle va fonctionner. Donc il faut qu'on arrive, si le législateur fait son travail, on trouvera le critère, sinon il va falloir qu'on le dégage via la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais il faut respecter quand même un peu notre Constitution. Ça serait pas con, quoi. À chacun son boulot. Alors, on va prendre une dernière question. Dominique Bercovici, cabinet Dio. Je voulais faire une réponse à Emmanuel Sylvestre sur la fameuse lettre, puisqu'on s'abrite derrière la CPR, et je partage le point de vue sur le fait que la CPR n'a pas à se prononcer sur l'assurabilité, mais aussi on fait référence au mode distributif à la Consob italienne, la FCE, etc. Or, les contrats ont une vocation internationale. Est-ce que ça signifie en poussant la logique, que la CPR va aussi se prononcer sur l'assurabilité des sanctions à l'étranger? La réponse vous sera donnée lors du colloque AIDA prochain, colloque qui sera consacré à territorialité et assurance. Et votre question tombera là-dedans. Alors moi, je n'ai pas la réponse pour l'instant. Mais vous avez parfaitement raison. Le problème, il est énorme. Bon, alors une dernière, mais vraiment dernière. Patrick Toureau, Forsyth, cabinet d'actuariat. Juste pour apporter une petite précision, une note comique dans cette affaire, je trouve assez remarquable que des autorités nationales décrètent qu'un texte européen qui prévoit des sanctions, ces sanctions sont assurables en France, pas assurables en France, assurables ailleurs, assurables dans un troisième endroit. Merci de l'avoir dit. Je voulais juste rappeler qu'à une époque ancienne et reculée, les autorités policières françaises et espagnoles avaient décidé que tout ce qui était rançon n'était pas assurable. Eh ben, on allait tous au Lloyds tranquillement pour assurer nos responsables de ces honorables choses. Les Lloyds assuraient ça très très bien. Alors on ne le disait pas trop fort parce que lorsqu'on appartenait à un grand groupe d'assurance française, ça nous faisait un peu mal, mais bon, on le faisait. Donc c'est ce genre de décision de modèle scrogneux qui est c'est pas assurable parce que je suis le chef et je l'ai décidé, c'est extrêmement sympathique, sauf que il y a un truc qui s'appelle la LPS. Alors certes, nous allons être privés d'une grande place financière d'assurance, mais ça fait rien, elle sera contournée, rassurez-vous. Elle aura trouvé les moyens de faire ce qu'il faut faire. Donc je trouve que tout ceci doit être un tout petit peu relativisé, hein, il me semble, en tout cas par rapport à la non-faisabilité décidée dans un coin de la République française pour un certain nombre de choses. Voilà. Merci beaucoup. On va clore l'atelier sur ces dernières paroles. N'oubliez pas de remplir le questionnaire. Et puis, j'espère que ça vous aura apporté quelques précisions utiles.